Alors bonjour à tous, c'est la dernière table ronde de cette journée assez dense. Je ne sais pas si c'est la réunion conclusive, mais qui veut ça, mais c'est la table ronde où il y a le plus de monde avec le même temps imparti, donc ça va pas être facile et surtout donc avec des personnalités, en tout cas un grand entretien fort attendu vu les débats aujourd'hui. Donc on a bien sûr bien préparé cette table ronde avec un certain nombre de questions, donc il se résume à peu près 2 pages de questions, donc je pense qu'on n'arrivera pas à tout couvrir, n'est-ce pas ? Et donc l'idée principale, c'est bien sûr l'assurance maladie qui est la garante un petit peu des grands principes de la santé en France, ou une des grandes garantes, eh bien peut-être est questionnée c'est aujourd'hui à travers les débats qu'il y a eu et à travers également l'actualité sur une attente forte pour des changements d'organisation et d'innovation. Et donc c'est un peu le thème qui va animer cette table ronde, et de savoir si collectivement on peut avancer tout en permettant des initiatives sur le terrain comme ça a été discuté. Donc on est 3 modérateurs. Je vais passer la parole à François. Moi c'est Jean-Paul Bérégy qui va juste compléter aussi mes propos préliminaires. Merci Jean-Paul. Donc François Krabanski, je suis médecin de santé publique. Je pense qu'on peut présenter quelques participants. Monsieur Revel, qu'on ne présente plus, directeur de la CNAM. Emmanuel Loeb, président de Jeunes Médecins. Martin, donc, qui a déjà participé à la table ronde précédente. Isabelle Riom, qui est donc vice-présidente de l'ISNI. Rachel Baucher, présidente de l'INPH, intersyndicat des praticiens hospitaliers. Et donc Nicolas Besse, directeur donc général du CHU de Nîmes. Et c'est une chose pour moi, une question qui, je pense, résume et va peut-être animer les débats aujourd'hui, qui est, et je laisserai ma collègue compléter, aujourd'hui, l'assurance maladie a-t-elle un rôle dans la transformation collective, peut-être autre que financier? Quelle est sa place aujourd'hui parmi les autres acteurs, ARS, URPS, syndicats, fédérations, associations, et a-t-elle les moyens de participer à cette transformation en mettant en place des éléments qui ont été débattus aujourd'hui, tels que l'autonomie des acteurs, la déconcentration, une certaine souplesse d'organisation, le développement de projets, etc. Voilà, je laisse la parole à... Oui, je vais juste me présenter, puis on va vous laisser, Monsieur Revel, vous lancer dans ce débat. Donc moi, je suis Pauline Quéré du cabinet Catalyse. On est un cabinet de coaching qui est spécialisé dans la santé. Et donc, on accompagne beaucoup de transformations collectives, et souvent, on arrive trop tard quand le changement n'a pas réussi à opérer, que les équipes sont en crise, et souvent par manque de sens, manque de communication, manque d'accompagnement du changement. Donc, particulièrement intéressé par le débat aujourd'hui. Donc, on va tout de suite donner la parole à M. Nicolas Revel, dont on vous remercie vraiment du temps passé avec nous. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. En fait, moi, je n'ai pas prévu de faire un propos liminaire sur l'assurance maladie. J'ai bêtement pris au sérieux la question que vous m'avez posée, qui est d'essayer de réfléchir sur comment on réussit collectivement la transformation de la médecine. Je pense qu'il faut plutôt l'interpréter comme étant du système de santé. Et sans être trop long, voilà, ce que j'aimerais partager en introduction, c'est quelques questions et évidemment, au-delà des questions, quelques éléments de conviction. D'ailleurs, en me félicitant qu'on se pose la question du comment, parce que ce qui me frappe, moi, c'est que c'est, me semble-t-il, plutôt installé depuis quelque temps. Je pense que ça a d'ailleurs pris un peu de temps que ce consensus s'installe. Une forme de consensus global quand même sur ce vers quoi le système de santé doit évoluer et donc se transformer. En y ajoutant d'ailleurs un élément de complexité, c'est que cette transformation, pour réussir, elle doit certainement être collective, mais elle doit aussi être globale. Car quand on regarde bien, en fait, si on veut que le système de santé bouge, ça veut dire quand même agir sur à peu près tous les leviers nécessaires. J'en distinguerai au moins 3, mais on pourrait en réalité en ajouter bien d'autres.
Il y a d'abord, et c'est probablement très compliqué, mais à mon avis complètement structurant, la question des organisations de soins. Moi, je répète souvent depuis longtemps, puisque ça fait maintenant 5 ans que je suis dans ma responsabilité, que contrairement au ressenti collectif, je ne pense pas que le système de santé français soit sous-financé. Et pour autant, tout le monde a le sentiment qu'il l'est. Tous les acteurs dans leur exercice singulier ont le sentiment qu'ils sont asphyxiés, alors même que quand on regarde les chiffres macro, ça n'est pas le cas. Donc c'est qu'on a, sur la question de l'organisation, un enjeu qui d'ailleurs rayonne sur la question de l'accès aux soins, sur la question des conditions d'exercice, et qui se pose à une double échelle, qui est cette échelle territoriale que nous essayons d'investir au travers des CPTS, parce que c'est l'échelle du décloisonnement et du travail coordonné, en tout cas pour une partie de l'exercice coordonné qui ne peut pas se jouer uniquement à l'échelle du cabinet médical ou de l'équipe de soins primaires. Donc ce sont les CPTS, on y reviendra peut-être dans les questions. Il y a un enjeu d'organisation dans la maille qui est celui de l'établissement ou de la structure de soins en ville, où, sans vouloir être trop long, mais on voit bien que dans les crises et les tensions qu'on observe aujourd'hui, y compris dans la crise des urgences, ça renvoie beaucoup à des questions d'organisation interne au sein des établissements, de même que dans la difficulté de fonctionnement et de l'accès aux soins de ville, il se joue aussi beaucoup de la manière dont les professionnels organisent leur exercice, confèrent ce que nous essayons de faire en ce moment au travers du déploiement des assistants médicaux, qui est d'essayer de faire passer la médecine de ville française dans un standard qu'on retrouve tout autour de nous et qui permet à la fois une amélioration des conditions d'exercice et une plus grande capacité à répondre à la demande de soins. Agir sur les organisations, agir sur les pratiques professionnelles, ce qui est un vaste programme, mais on voit à la fois des sujets de calage ou d'évolution des rôles respectifs des différentes professions de santé. Donc ça, c'est, je trouve, un énorme sujet pour demain, mais aussi des enjeux de promotion de la qualité et de la pertinence des soins qui me semblent être à la fois un sujet vieux comme le monde, mais sur lequel nous avons aujourd'hui une double obligation d'avancer, c'est que nous avons enfin davantage de référentiels, davantage d'aides et d'outils permettant de pouvoir intégrer des éléments de bonne pratique dans le quotidien des soignants. Et puis par ailleurs, je pense que c'est un enjeu majeur de régulation de la dépense pour décontraindre la manière dont la régulation aujourd'hui s'est largement fondée sur du tarifaire. Et s'agissant des pratiques professionnelles, vous l'avez indiqué, la question de la formation qui de toute façon est toujours d'une manière ou d'une autre un invariant de tout accompagnement de ce type d'évolution, formation initiale et formation continue. Et enfin, un troisième enjeu, mais il y en aurait bien d'autres, celui des modes de rémunération et de la régulation. Mode de rémunération parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut favoriser des organisations de soins qui sortent de l'atomisation, du cloisonnement. On ne peut pas dire qu'il faut sortir d'une sorte de course à l'acte pour y intégrer davantage une notion de prévention, de qualité et d'exercice coordonné et collectif, sans que cela, à un moment donné, s'intègre dans les modes de rémunération, sans quoi c'est évidemment rendre l'exercice impossible ou totalement schizophrénique. Et enfin, modifier les modes de régulation, vaste sujet, mais tout simplement avec au moins une idée simple à laquelle je crois beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous tenons une évolution de la dépense autour de plus 2%, plus de 5% par an, ce qui n'est pas si mal en réalité, parce que je continue de penser que c'est le point d'équilibre du système par rapport à ce qu'est l'évolution de nos ressources. Le déficit peut aller et venir, mais on voit qu'on est à peu près dans la zone de vérité et que tous les pays autour de nous s'inscrivent là-dedans. Simplement, si on n'est pas capable demain de mobiliser davantage de l'efficience dans les pratiques, dans la qualité de la prise en charge, on sera dans une strangulation qui est là depuis assez longtemps et qui forcément épuise le système, faute de relais par rapport à des leviers d'économie beaucoup plus vertueux. Bon. Ça, c'est le côté global. Voilà, et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui fait que, alors qu'on est à peu près tous d'accord pour considérer que c'est plutôt ça les bonnes directions, on a tant de mal. Voilà.
Et donc ça amène à se poser, moi, 4 questions, qui est la question de la méthode, la question du rythme, de l'argent, et des hommes et des femmes, du management de la transformation. Autour de ces 4 questions, je voudrais rapidement partager ces réflexions. Alors, la première question, c'est la méthode, et vous dites transformation collective. Donc, quelque part, c'est la question de savoir est-ce que ça marche de faire collectif. Parce que certains peuvent penser que non, en réalité, que de vouloir co-construire, c'est entretenir une forme d'inertie, de difficulté à avancer. Et quelque part, cette approche-là peut documenter toute une série, je dirais, d'approches négociées qui, par définition, s'enlisent, ne permettent pas en réalité d'amener des éléments de rupture ou d'évolution suffisamment nets pour que les choses avancent. Alors moi, je partage une conviction qui est celle un peu que porte l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie, c'est vrai que son levier, c'est la négociation conventionnelle. Et donc, je partage effectivement cette conviction que c'est possible. Et que nous avons d'ailleurs, dans les derniers temps, pu démontrer que par la négociation, sur des professions de santé qui ont voulu à un moment donné, par exemple, puisque la Convention parle souvent de ça, faire évoluer très sensiblement leur mode de rémunération, on y est arrivé. Je pense aux dentaires, je pense aux soins infirmiers, je pense aux pharmaciens. Et quelque part, ce que nous avons construit récemment sur les CPTS, c'est quelque chose qui, au début, compte tenu de ce que pouvait être le ressenti collectif sur cette nouvelle structure, n'allait pas de soi. Donc la négociation fonctionne potentiellement. Mais avec, honnêtement, il ne faut pas être naïf. 2 éléments qui, à mon avis, sont des éléments clés pour que cette forme de co-construction puisse avancer. Je pense que, d'une part, il faut quand même qu'il y ait un cap. Il faut quelque part qu'à un moment donné, il y ait une ligne politique stratégique qui dise on veut aller vers ça. Et après, évidemment, les acteurs doivent trouver les voies et moyens pour dessiner les bons chemins. Mais s'il n'y a pas à un moment donné une volonté politique qui s'exprime, je pense que c'est quand même très politique. Alors, bien sûr, il faut ensuite un consensus sur la ligne stratégique. Mais je pense que ça va mieux quand même quand à un moment donné, on dit voilà le mandat qu'on vous donne, trouvez les moyens. Et puis, il faut des partenaires de jeu qui soient prêts à prendre des risques. C'est-à-dire que les syndicats, à un moment donné, quand il s'agit d'être dans une co-construction qui transforme, pas qui négocie une augmentation tarifaire, mais qui transforme, il faut être à un moment donné dans cette capacité de prendre un risque par rapport à ce qui est quand même le sujet d'un président de syndicat, qui est d'être compris de ses mandants et de sa base. Et donc, il y a, pour les syndicats, qui sont par ailleurs, au moins dans le monde libéral, soumis à une torture, qui est une élection tous les 5 ans, où ils jouent leur représentativité. Bravo, donc bienvenue au club de la même manière. C'est un élément qui, pour le coup, moi je le vois bien, pèse. Voilà, ça pèse. Et donc là, il y a un petit sujet qui nécessite de la part des présidents de syndicats un vrai travail pour faire que, entre guillemets, la base professionnelle comprenne et suive. Mais je le dis parce que c'est pour moi un vrai sujet de préoccupation. La deuxième question, c'est la question du rythme et un peu aussi de la méthode. Est-ce que la transformation doit être rapide et radicale, ou est-ce qu'elle doit prendre le temps ? Est-ce qu'elle doit tomber d'en haut avec une co-construction, une négociation qui va bien pour définir les termes de la transformation, ou est-ce qu'elle doit prendre le temps d'une démarche plus ascendante qui capitalise sur des expériences, un champ des possibles qui s'ouvre ? Ce sont 2 approches et 2 méthodes relativement différentes. Moi, je suis convaincu qu'il y a une alchimie à trouver entre ces deux méthodes. La CNAM, elle est historiquement plutôt rattachée à la première. C'est que nous sommes une maison, une organisation très hiérarchique, pilotée d'en haut, avec un réseau qui suit le national. Et notre levier de transformation, il est fondamentalement celui du levier conventionnel, qui est fondamentalement un levier national, avec une convention qui est la même pour tout le monde dans tous les départements. Et les syndicats, d'ailleurs, sont les premiers à nous faire observer des différences de mise en œuvre ici ou là. Je pense que notre système a besoin de respiration. Je pense que notre système a besoin de faire vivre des modes parfois de rémunération qui peuvent être différents d'un endroit à l'autre
et qui peuvent faire à un moment donné émerger des organisations de soins et de tarification qui, dans un premier temps, ressembleront plus à un jardin à l'anglaise qu'à un jardin à la française. Et l'article 51 que l'assurance maladie a beaucoup porté est dans cet esprit-là, et on en parlera peut-être, l'article 51 qui a peut-être eu un démarrage un peu lent, mais surtout parce que les acteurs ont à un moment donné tardé à s'en saisir, puis il y a eu un afflux massif de projets, est en train en réalité aujourd'hui de décoller et va trouver sa place. De la même manière que les CPTS, nous avons voulu les caler dans un cadre conventionnel national, mais en permettant qu'aucune ne ressemble à l'autre. Et la démarche que nous avons engagée avec la HAS, avec les conseils nationaux professionnels pour travailler sur la pertinence, qui permet pathologie par pathologie avec les CNP de définir des éléments de bonne pratique qui souvent sont des éléments de parcours, eh bien notre conviction c'est que ça n'entrera dans les pratiques professionnelles que si à un moment donné ça s'intègre dans la réalité d'un territoire ou sur la prise en charge d'une pathologie, on doit s'adapter à ce qu'est l'offre de soins de ce territoire qui n'est par définition pas la même que le territoire d'à côté. Bien sûr, ça veut dire évaluer en permanence, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Ça veut dire tâtonner, et je pense que ce n'est pas un problème de tâtonner, les démarches progressives, tâtonnement ne me gênent pas, mais en revanche, si je fais l'article du jardin à l'anglaise, je ne crois pas pour autant au schéma de la régionalisation qui viendrait indiquer que la souplesse ou le progrès serait qu'il y aura un système de santé en région PACA qui obéira à des règles et à des règles tarifaires différentes de la région Aquitaine. Je pense que quelque part, la maille régionale n'est pas d'ailleurs une maille pertinente pour opérer ce type de différenciation. Je pense qu'il faut être beaucoup plus fin. Troisième question, l'argent. Est-ce qu'on peut transformer sans investir ? En fait, je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas transformer sans investir. Oui, je vous le dis. Mais du coup, la question, c'est, en dehors de contraintes budgétaires qui sont là, comment créer les conditions pour rendre possible l'investissement dans une transformation ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne transforme pas, qu'on n'investit pas probablement suffisamment dans la transformation ? Et quelles seraient les conditions pour y arriver mieux ? Moi, j'en vois deux. C'est d'abord de se dire que si on dit qu'à un moment donné, la priorité, c'est la transformation, eh ben, c'est la priorité d'investissement. Et donc, ça veut dire qu'à contrario, ce ne sera pas prioritaire que d'investir, entre guillemets, dans des choses moins transformantes. Voilà. Et or, vous savez qu'il y a en permanence des demandes, je dirais, de desserrement des contraintes financières sur des niveaux de tarification. Je pense qu'à un moment donné, il faut assumer pendant quelques années le fait qu'on va mettre l'argent sur une priorité et mettre en sourdine les autres. Et puis, deuxième élément, il faut pouvoir à un moment donné se dire que la transformation, elle va peut-être coûter dans un premier temps, mais elle doit être en capacité de générer de l'efficience et donc de générer un retour sur investissement. Et ça, il faut quand même être capable à un moment donné de le documenter, de pouvoir en fixer un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir suivre ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas d'ailleurs, encore une fois, hostile, parce qu'au contraire, je le propose, que pour que des gains d'efficience médico-économique interviennent, il faut pouvoir aussi y intéresser les acteurs et mettre en place des mécanismes d'intéressement et de partage. Enfin, dernier point, quatrième question, et je t'en termine, c'est un peu la question des hommes et des femmes, de la confiance finalement dans la transformation. Parce que ça, pour le coup, c'est important. C'est à la fois un sujet de savoir, on a dans une transformation voilà, des mélanges entre acteurs, des administratifs, des médecins, des professionnels, bon. Avec des jeux de posture, des représentations. Parfois, ça peut être d'ailleurs assez violent, il faut être honnête. Hein. Voilà. Au moins dans les postures, je pense que quand les gens travaillent après, ils s'entendent bien, ils sont polis, ils s'apprécient plutôt. Mais dans la représentation, je pense que les choses peuvent parfois être un tout petit peu violentes, alors même que la confiance est possible. Et je pars, moi, de la conviction que pour que la confiance s'installe, il faut bien sûr reconnaître l'autre, mais aussi un peu de continuité et de permanence dans les équipes. Et je crois que c'est un élément clé parce que une transformation, même si le politique nous demande de la traduire dans les faits dans les 3 mois, en réalité, ça prend des années. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'une transformation, elle est toujours continue,
Mais quelque part, un rythme de 10 ans n'est pas du tout scandaleux. Alors quand je dis ça, évidemment, on me dit mais 10 ans c'est beaucoup trop long. Je pense qu'en réalité, on est déjà dans une en cours, peut-être pas au milieu, mais presque au milieu d'un processus, et que les choses sont en train de s'accélérer. Voilà ce que je souhaitais partager. Donc, je n'ai pas répondu sur le rôle de l'assurance maladie, mais on pourra peut-être y venir maintenant. Merci beaucoup pour ces propos. Alors, bon, il y a eu quand même quelques annonces et en tout cas, on vous sent prêt pour le changement et pour les investissements. Donc, c'est déjà des bonnes nouvelles. Alors, l'objectif, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont autour de vous et qui, je pense, vous poseront des questions plus précises. On va commencer par Monsieur Nicolas Best, qui est directeur général d'un CHU et, à Nîmes et qui a un management très par projet, en fait, projets médicaux et qui voilà, a un peu transformé par rapport à la gestion précédente qui était plutôt garante des comptes publics. Est-ce que finalement, voilà, comment vous voyez un peu les, voilà. Donc je vous tends une petite perche. Oui, une perche un peu difficile parce qu'effectivement, c'est la question centrale, c'est effectivement comment expliquer les craquements internes aux structures hospitalières et à la capacité de plus en plus tendue à assimiler les réformes successives, tant des financements que de la gouvernance. À chaque crise d'autorité, on refait une loi hospitalière pour essayer de régler par des mécanismes de gouvernance les défauts d'autorité. Les défauts d'autorité, c'est simplement s'explique par la succession des réformes, y compris financières, qui ont mis en difficulté les équipes hospitalières, qu'elles soient médicales, soignantes ou managériales, à se projeter sur des organisations efficientes au rythme voulu par les pouvoirs publics. Donc, passage en une année au budget global en 83-84, retour à la T2A étendu à 100% en moins de 2 ans, puis développement à la demande des pouvoirs publics et notamment de l'assurance maladie de l'ambulatoire, d'abord en chirurgie puis en médecine, développement ensuite de dispositifs de financement où les politiques tarifaires maintiennent ou augmentent des tarifs de séjour et en diminuent d'autres d'une année sur l'autre via la TIH, mais sans qu'on comprenne et qu'on puisse anticiper avec les équipes médicales quels sont les fondamentaux de ces évolutions, même si M. Revel les maîtrise parfaitement. Les opérateurs de terrain craquent, puisqu'en réalité, il y a un rythme et une pédagogie de la réforme totalement absente, parce que votre organisation, elle est verticale, elle part de la CNAM vers les CPAM, et l'organisation hospitalière, elle est toute sauf verticale. Elle est sur des mécanismes d'autorité qui ne sont plus admis en tant que tels dans leur verticalité, et où, comme le disait le philosophe Michel Serres, l'autorité n'est reconnue que si elle fait grandir chacune des équipes en intra et non pas l'autorité bâton. Or, ce qu'attendent les pouvoirs publics du directeur, c'est qu'on applique les réformes dans leur succession et dans leur, parfois, perte de sens. Donc sur les financements, moi j'ai effectivement le sentiment que cette politique tarifaire avec la baisse des tarifs ne nous a pas empêché, pour ceux qui le souhaitent, d'optimiser les modalités de prise en charge, d'optimiser et de faire que la T2A soit l'allié de la démarche qualité et non pas une course au volume comme on l'a trop souvent caricaturé. Je prends par exemple les séjours segmentés donc, qui permettent de financer toutes les comorbidités quand elles sont prises en charge, tracées et prises en charge. La douleur aiguë, la dénutrition, les anémies, les escarres, toutes ces prises en charge mieux tracées, mieux réalisées, garantissent des niveaux de recettes par des séjours segmentés clairement optimisés. Or, d'une année à l'autre, ces campagnes sont totalement revues selon des règles différentes, alors même qu'on y trouvait un sens qualitatif évident. Donc la vraie question, c'est comment vous pouvez espérer attendre des corps sociaux, notamment des institutions hospitalières, une capacité à mettre en œuvre des réformes à rythme toujours plus saccadé, tout en garantissant une efficience globale du système. Puisque quand les réformes deviennent inapplicables, elles sont totalement contre-productives et même pire que de ne rien faire. C'est une vraie question qui renvoie effectivement à ce qu'on a vécu depuis 10 ans, encore une fois, loi hospitalière 41, 70, 91, donc tous les 30 ans, et puis tout d'un coup, 96, 2000, 2002, 2008,
Et chaque loi, chaque gouvernement refont la gouvernance tous les 3-4 ans. Et les financements, on vit un peu des effets de vagues itératifs analogues. Donc la vraie question, c'est comment vous percevez ces craquelures qui, en réalité, sont liées à cette incapacité à piloter autrement que verticalement une application rapide de ces réformes. Effectivement, on peut tenter le management par projet, qui a le mérite de décloisonner, de redonner du sens, ou essayer d'en faire autant que se peut, de redonner aussi de la créativité autour de prises en charge optimisées. Par exemple, la prise en charge des personnes âgées en post-opératoire, c'est pas forcément aux chirurgiens de la faire. Les gériatres le font mieux. On tente une unité animée par les gériatres pour tous les patients de plus de 75 ans opérés au CHU de Nîmes, avec une DMS beaucoup plus courte que si c'était les chirurgiens qui avaient assuré le post-op pour ces sujets âgés. Donc tout ça, la T2A ne m'empêche pas de le faire, bien au contraire. Mais c'est allier verticalité et créativité qui pose le problème d'ensemble du niveau d'acceptabilité par le corps social en général et les professions de santé en particulier de toutes ces réformes et de celles à venir. Merci Nicolas. On va laisser Pauline introduire la personne suivante. Rachel, tu parles. On est très coordonnés, vous avez vu. Non, mais peut-être une réaction sur ce qui a été dit. Est-ce que co-construire est la bonne méthode, d'après vous, Rachel, par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que c'est ça que vous verriez pour la transformation collective? La réponse est oui, hein, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire quand on travaille, disons, dans un système hospitalier, notamment public, on ne peut travailler qu'en équipe. On peut travailler qu'en équipe pluriprofessionnelle. Donc je voudrais juste revenir sur deux choses, sur plusieurs choses. Mais la première, dire que j'ai des sujets de contentement aujourd'hui. Le premier, c'est de remercier Pascal Morel d'être là pour évoquer ces éléments majeurs de transformation du système de santé. Le deuxième, c'est que j'ai lu, je ne suis pas la seule, je pense, dans cette salle, la tribune ce matin du Parisien qui montre que les Français, notamment des Français célèbres, mettent en avant que leur préoccupation majeure est la santé avec une qualité. Hein, la priorité est la santé. Et je pense que pour nous, ça fait chaud au cœur, si vous voulez. Hein, je dirais que globalement, on l'a mis en avant, l'hôpital public. Alors le constat, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir tout de suite quand Nicolas Revel a parlé des moyens. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'hier, par contre, on était moins bonne nouvelle. On dame de 1, absence de visibilité des tarifs. Mon ami directeur l'a dit, et puis surtout absence de visibilité pluriannuelle. Moi, je dis clairement, je pose la question à Nicolas Revel, quand est-ce qu'on va revoir la notion de l'ONDAM, non seulement dans sa formule, mais au niveau de sa visibilité pluriannuelle. Comment on peut envisager de transformer nos métiers sans moyens? Vous l'avez dit, je me permets de vous reprendre. Alors on arrive aussi, donc, dans ce constat, à un autre moment, un moment crucial de tension importante. Hein. Tension majeure, tout le monde l'a noté, au niveau des urgences, malgré les moyens qui ont été donnés depuis plus d'une quinzaine d'années, plus de 3,5 milliards, 7% plus de personnel. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit finalement qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça, il ne faut pas le prendre ponctuellement, de façon catégorielle, même si on sait bien que les demandes peuvent être légitimes au niveau des urgences, mais c'est certainement pas en prenant les problèmes au coup par coup, au cas par cas, qu'on arrivera à régler le problème qui doit être réglé dans son ensemble. Et donc il est temps peut-être d'ajuster les financements aux moyens, les financements aux missions et non pas l'inverse. Et pourtant, c'est pour ça que je dis, et pourtant, je pense qu'il y a un moment majeur. Et je crois que quelqu'un l'a dit avant, je pense que c'est toi, Martial, tout à l'heure. On arrive à une période fantastique de transition de notre monde aujourd'hui. Un moment important, je crois, quand on est... moi, je suis médecin, il y a des infirmiers, au niveau des pharmaciens, au niveau des directeurs aussi, de transformation de nos pratiques, d'évolution des outils et même d'évolution des pathologies qui amènent justement la nécessité d'un changement. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de transformation. On est même arrivé à un moment, je dirais, de maturation où il faut que tout le monde change en même temps. Et j'ai entendu cette expression qui m'a beaucoup plu, c'est l'alignement des planètes. Je
Je pense qu'effectivement, il faut que ces changements soient partagés. Et c'est pour ça que quand vous me dites est-ce qu'il faut qu'on fasse, oui, il faut qu'on fasse ensemble. Après, pour autant, dans le temps, les moyens, c'est là où je vois la schizophrénie entre les discours, les grands discours politiques et les réalités de terrain. Je pense que je partage ça avec mon voisin depuis 2 ans. À part les discours, on n'a pas eu tellement d'actes sur le terrain. Alors, je pense qu'il y a des pistes qui sont simples. Hein. Ce n'est pas forcément compliqué de faciliter une transformation. C'est aussi travailler ensemble, ça ne se décrète pas. Je crois que on est tous autour de ça ne se décrète pas, il faut du temps. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous en train de courir après le temps. Et il y a le temps du soin auprès du patient, mais il y a le temps de la rencontre entre les différents professionnels, et pas seulement les soignants, mais je pense aussi avec le directeur. Hein. Je pense que c'est très important, justement, pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre les projets. Et je pense que ce temps-là, il faut aussi le valoriser. Disons, voilà. Et il faut se voir. Je veux dire que c'est pas seulement un mail, un texto, il faut se voir, il faut construire. Donc oui, j'appelle de mes voeux une co-construction. Alors, le principe de la confiance, on l'a dit aussi. Voilà. Donc, le principe de la confiance, je crois que c'est très important. Confiance, reconnaissance des acteurs et une responsabilité pleine et entière. Je crois qu'il y a des jeux de rôle à accepter dans le cadre d'une réorganisation qu'il faut simplement mettre en œuvre, mais bien entendu, ce qu'il faut, c'est avancer. Alors, juste avant de passer la parole au suivant, je dirais, il y a un manuel, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, il y a la direction, vous Nicolas Revel, vous êtes forcément au courant, la direction interministérielle de la transformation des métiers. Je vous conseille la lecture, on en parlera après. Alors merci beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a les finances d'un côté et que de l'autre côté il y a de l'humain et que tout ça c'est pas simple, quoi. Ça décrète pas toujours voilà, que de partir d'en haut, d'après ce qu'on entend, que ce soit pour un directeur d'hôpital ou pour des médecins, voilà, c'est pas si simple. Dans l'ordre, je suis désolé, je suis l'ordre que Pascal nous a confié, c'est Emmanuel Loeb, président des jeunes médecins, voir s'il retrouve en effet dans tout cet environnement de changement et de comment réussir la transformation ensemble. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Bon, je dois dire que pour l'instant, de ce que j'ai entendu, les choses ne sont pas prêtes de changer. On est plutôt dans, au contraire, le fait de rester tel que, avec les habitudes que l'on connaît tous. Et d'ailleurs, pour commencer, moi, je trouve que le discours de M. Revel a une rhétorique assez ingénieuse. Il dit, mais alors attendez, mais moi, je fais tout pour changer. Et puis en face de moi, les gens ne veulent rien faire. Alors, comment vont-ils faire pour m'aider à changer? Moi, j'aimerais bien, voilà, on vous trouve un peu perdu, perplexe, mais on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Et pour vous aider, je vais vous donner un exemple assez concret. Il y a encore pas très longtemps, il y avait à l'assurance maladie les négociations sur les assistants médicaux. Et en fait, la problématique, souvent, c'est qu'en France, le système de santé est un système assez complexe, que, en tout cas, chez les médecins, personne ne comprend, parce qu'il y a d'un côté l'hôpital, de l'autre côté la ville, le financement par l'assurance maladie, le financement par l'État, que, en fait, chacun finance un peu à sa propre manière. Et donc, il n'y a pas très longtemps, sur les assistants médicaux, il a été question de savoir comment on faisait de la taylorisation de la médecine, comment on faisait pour faire de l'industrie à fond, pour voir moins de patients, pour augmenter les productions, tout en diminuant les coûts, en assurant aux médecins que ne vous inquiétez pas, parce que si on augmente la production, mais en diminuant les coûts, vous allez quand même avoir gagné plus d'argent à la fin, tous ces trucs-là, ce que les syndicats ne comprennent pas, parce que, à mon avis, l'auditoire que vous avez en face de vous n'est pas de la bonne génération pour comprendre ce genre de concept, mais vous avez essayé, et on doit pour ça vous féliciter. Ça, c'est un premier point. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir en face de ça, c'est que donc, les négociations conventionnelles, elles ont lieu avec les médecins libéraux. Sauf que, de ce que je comprends moi, l'hôpital a aussi intérêt parfois à agir. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps. Et alors, je me suis aventuré pendant les négociations conventionnelles à poser une question à M. Revel et à demander, est-ce que peut-être vous en souvenez, est-ce que les établissements auront le droit à embaucher des assistants médicaux? Parce qu'on peut très bien imaginer que si jamais les assistants médicaux ne fonctionnent pas, oui, j'ai de la mémoire, les assistants médicaux ne fonctionnent pas, eh ben, il va y avoir une commande de l'État pour dire, attendez, c'est quand même un système qui a été promu par le président, donc il serait bien que les hôpitaux embauchent un peu des assistants médicaux pour permettre d'avoir un affichage quand même assez positif. Et M. Revel m'a rabroué en me disant, mais attendez, on n'est pas là pour parler des hôpitaux. Si vous parlez des hôpitaux, c'est un autre. Moi aussi, je m'en souviens très bien. Donc voilà. Donc, vous voyez, on est un peu dans ces modalités-là de discussion, ce qui sont parfois pas très intéressants. Un autre point aussi, et c'est pour montrer encore la complexité et les difficultés de changement, sur la télémédecine. Donc il y a eu un avenant sur la télémédecine où les médecins libéraux ont été amenés à discuter de la cotation de la télémédecine.
Premièrement, sur la télémédecine, parce que je pense qu'il faut parler de choses concrètes, comme ça c'est assez simple, on comprend bien, etc. Sur la télémédecine, donc, et pour revenir sur la question de confiance, et là on va bien voir qu'il y a un problème de confiance dans les deux sens. C'est-à-dire que de la part de l'assurance maladie, il y a eu cette idée que si jamais on permettait le remboursement des téléconsultations de manière complètement, on va dire, libérée ou libéralisée, il y allait avoir un effet d'aubaine et que les dépenses de l'assurance maladie allaient gonfler. Donc on a dit il faut restructurer. Alors que l'accès à la téléconsultation, rentrant dans un parcours de soins, il faut que le patient ait déjà vu son médecin traitant pour pouvoir bénéficier du remboursement. Ce qui en fait que la télémédecine ne sera pas correctement réalisé et ne produira pas l'effet escompté, notamment vis-à-vis de l'afflux des urgences. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait quelques modifications là-dessus, mais si on veut en tout cas empêcher, en tout cas essayer de réguler l'entrée dans les urgences, notamment via la télémédecine, qui peut être une bonne solution, et là-dessus, le mode de financement de la télémédecine doit être revu. Et de l'autre côté, les médecins qui ont l'habitude de se faire un peu taper sur les doigts par les caisses d'assurance maladie dans les territoires, en fait, essaye en permanence de trouver des effets d'aubaine un peu partout, sur notamment la plateforme à utiliser. Il y avait cette problématique de plafond. On a dit, nous, on veut un forfait technique de temps. Donc, M. Revel leur expliquait que peu importe le plafond qu'il allait leur donner, de toute façon, les plateformes qui allaient faire de la téléconsultation allaient s'aligner sur le plafond qui allait être financé. Donc, vous voyez, on est dans cette logique qui fait qu'en permanence, il y a des difficultés de compréhension, pas de compréhension, mais en tout cas de posture, qu'on n'avance pas, qui fait qu'en tout cas, on n'avance pas. Et cela, en plus, dans un système qui est très contraint par, effectivement, les postures. Mais je pense que l'assurance maladie doit s'en satisfaire parce que, en fait, depuis que les négociations conventionnelles ont lieu, il y a de plus en plus de représentations médicales. Au départ, il y avait un syndicat unique qui s'est scindé, qui s'est rescindé, qui s'est re-rescindé. Je pense que il faudra me dire le nombre limite que vous acceptez pour faire les négos conventionnels. Là, il va y avoir probablement dans les prochaines URPS un nouveau syndicat qui va faire son entrée dans la compétition. Nous, probablement d'ailleurs qu'on va se présenter aux prochaines négos conventionnelles. Comme ça, vous en aurez encore un en plus. Et ce qui est vrai du côté, des libéraux est aussi vrai du côté des hospitaliers. Et moi, je peux parler assez ouvertement. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des élections au Conseil, donc parce qu'on a créé le Conseil supérieur des professions médicales. Et pour dire que c'est bien beau d'invoquer le changement, on est allé voir Rachel Baucher, qui est représentante de l'INPH, qui est l'un des syndicats de péage, en disant très bien, travaillons ensemble, essayons de créer une plateforme commune pour justement essayer de se réunir et d'arrêter d'arriver complètement divisés vis-à-vis des tutelles. Impossible. Donc c'est pour ça que je pense que... Si vous me permettez, moi je répondrai, mais attendez, moi j'ai pas... en dehors de la table ronde. Mais non, je pense que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui, mais on peut comment discuter. Parce que je pense que ce qui intéresse les gens, je pense que... Voilà. Non, mais on peut pas laisser. C'est intéressant. C'est du bavardage et des propos qui sont à côté. Je pense que la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, elle est de la transformation du système de santé dans lequel il y a des acteurs. Et les acteurs que nous sommes, moi, c'est pour ça que j'insiste. Je pense qu'on est d'accord pour aller de l'avant, pour se transformer. La question, c'est il faut tenir compte du moment, il faut tenir compte des moyens. On se situe dans une trajectoire. Si jamais il y a des questions, si vous voulez répondre, je serais heureux de vous répondre après. Je ne sais pas comment ça marche. On va, de prendre les intervenants. Je proposais qu'on finisse le tour et que vous répondiez à toutes les questions en même temps. Donc on va laisser la parole à Martial Olivier Cuéret, donc président du groupe Soins Coordonnés. On a eu, si je résume, donc pour participer au changement, donc peut-être diminuer la masse réglementaire ou du moins les réformes successives pour laisser un peu plus de liberté, avec une possibilité sur le mode projet, faire confiance aux acteurs, remettre l'humain au centre et aussi sortir des postures des différentes instances pour faciliter le dialogue. Je synthétise là-dessus à peu près, voilà. Et donc je laisse Martial donner son avis sur la transformation collective. Alors, ce dont a parlé M. Revel tout à l'heure, c'était de l'efficience à travers l'organisation, les rémunérations, puis aussi de cette masse d'argent considérable de 100 milliards d'euros, qui est un des éléments qui fait que chacun des groupes est insatisfait, puisqu'il voit la part de l'autre, et puis qui empêche aussi les changements. C'est un vrai sujet dans notre affaire. Mais l'efficience, c'est quoi ? Est-ce que toutes les consultations de médecins généralistes dans notre pays, il y en a beaucoup plus que dans les autres pays, sont justifiées ? Est-ce que toutes les consultations de médecins spécialistes dans notre pays, il y en a beaucoup dans notre pays, plus que dans les pays à côté, sont justifiées ? Est-ce que toutes les hospitalisations sont justifiées ? Est-ce que toutes les entrées au service des urgences, enfin on peut prendre tous les trucs comme ça, quoi. Est-ce qu'ils sont justifiés ? Quel est le moteur
de tous ces éléments. Le moteur, c'est la demande de la population. Et là, on parle depuis ce matin là, d'augmenter le périmètre, d'améliorer le périmètre, pour répondre à cette demande, qui est une demande irrépressible, alors que le sujet, c'est celui de l'efficience. Il faut quand même se poser la question. Bon, moi, j'exerce dans un désert médical, j'ouvre entre 7h et 7h30, je ferme entre 21h et 22h, c'est plein du matin jusqu'au soir, d'accord ? Première question, est-ce que toutes les consultations que je vais faire dans la journée sont justifiées ? Est-ce qu'il n'y en a pas une part importante qui pourrait être faite par le pharmacien, l'infirmière, le biologiste, le kinésithérapeute ? On a posé la question tout à l'heure, c'est que des éléments d'organisation, premièrement. Deuxième élément, est-ce qu'il est normal que sur un tiers du territoire dans notre pays, les gens aient leur dossier à la main et fassent le tour des médecins pour dire « est-ce que vous m'acceptez comme nouveau patient ?» C'est indigne de notre pays d'obliger les gens qui financent le système de soins en prépayant les soins, ils prépayent les soins à travers les impôts et les cotisations, de les obliger à faire le tour et puis s'entendre dire « non, je ne prends pas de nouveaux patients ». Ne me dites pas que vous ne connaissez pas cette situation, c'est un tiers du territoire français. Est-ce que c'est normal que quand quelqu'un a de la diarrhée, qu'un enfant a 40, etc., il ne puisse pas trouver de consultation parce que tous les médecins généralistes se jouent aux consultants et sont passés sur rendez-vous avec des rendez-vous... une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est sympa pour un gamin qui a 40, quoi. Est-ce que c'est normal ? Donc il y a un vrai sujet de répondre à la population dans la dignité. On a un sujet quand même, c'est le sujet de la CNAM. La CNAM représente les patients, elle ne représente pas les professionnels de santé. Et elle doit trouver des systèmes pour qu'on puisse répondre aux patients. Et le premier système que j'appelle de mes voeux, et je demande que l'université change management, mette ça en première mesure pour ce qui concerne la ville, c'est qu'on fasse une politique élective pour les déserts médicaux, pour les situations, pour les régions, pardon, les zones dans lesquelles la situation est difficile. Et ces professionnels qui sont dans ces régions, ils souffrent aujourd'hui et ils se cassent les uns après les autres, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'on nous propose, moi on me propose toutes les semaines des boulots mieux payés que ce que je fais aujourd'hui, hein, à 35 heures. Et je ne sers plus à rien, mais je serai tranquille, quoi. Je boirai le café, je regarderai le journal, enfin des trucs comme ça, quoi. Tous les jours, on m'en propose. C'est-à-dire on crée dans notre pays des postes de médecins salariés, on enlève des médecins généralistes partout, on délite le territoire. Il y a un tiers du territoire où il faut une politique élective. Et cette politique, elle doit être pour une part une politique conventionnelle. La politique conventionnelle ne peut pas être une politique pour tout le monde, partout. La moitié des médecins généralistes, entendez ce que je vais dire, parce que personne d'autre vous le dira, et notamment pas l'assurance maladie qui a tous les chiffres. La moitié des médecins généralistes ont une très faible activité. L'autre moitié en a une grosse activité. Et c'est ceux-là qui sont intéressants. C'est ceux qui sont dans les zones où on a besoin de médecins généralistes, où on a besoin de faire des visites à domicile, parce que plus personne ne veut faire de visites à domicile, mais je suis désolé. L'essentiel des personnes âgées, 9,2 sur 10, vit à domicile et a besoin d'une intervention. Si on n'y va plus, il faut le donner aux infirmiers complètement, quoi, qu'on avance. L'essentiel de nos activités, c'est le suivi des pathologies chroniques, c'est-à-dire des diabétiques, des hypertendus, des insuffisants cardiaques, des asthmatiques, des bronchitiques, des troubles psychologiques ou autres. On peut les organiser autrement. Donc laissez-nous de la marge et faites une politique élective qui libère les territoires dans lesquels c'est difficile. Et la politique conventionnelle, elle doit s'adapter à ça. Si vous demandez aux cravatés qui vont à Paris et qui ne travaillent plus, d'accord, de faire ça, ils ne voudront jamais, parce que leur base, c'est justement les autres. Leur base est minoritaire et c'est les autres. Voilà. Alors on va peut-être laisser la place à Isabelle Riom pour donner la vue de la fenêtre des internes. Non, mais je pense que tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on retrouve quand même des positions communes et une volonté commune d'avancer. C'est une volonté que les étudiants ont et on a su prendre notre place cette année fortement dans le débat et dans les discussions qui ont eu lieu pour porter le système de santé de demain, le système de santé dans lequel on va vouloir exercer. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on veut être optimiste pour l'hôpital public, pour le monde ambulatoire, et on veut porter une voix qui est qu'on va y arriver, parce que de toute façon, nous, si on n'y arrive pas, c'est notre exercice de demain qui est compromis, donc on veut y arriver. Il va falloir aussi... malheureusement que le système puisse un peu s'adapter à la génération qu'on est. Parce que malheureusement, je pense que le médecin généraliste qui vit son exercice comme un sacerdoce, c'est fini. Sociologiquement, ce ne sera plus nos générations. On sait que les jeunes travaillent moins. Que ce soit les hommes et les femmes, tout le monde travaille moins en temps de travail parce qu'on demande le droit à une vie privée, à une qualité de vie minimale. Et on va continuer à le défendre et on continuera à le défendre. Et malheureusement, le système va devoir s'adapter à la génération qu'on est. Et c'est pas pour ça et parce qu'on défend ça
qu'on refuse de s'investir dans le système. Je pense que la tribune qu'on a pu voir émerger ce matin nous a quand même rassurés suite à une année difficile où on accuse la génération qu'on est d'un certain nombre de maux et d'un certain nombre de difficultés de l'hôpital dont on n'est pas la cause, parce que la pénurie de médecins n'est pas de notre faute, mais on nous fait porter la responsabilité de cette pénurie sur notre génération. Je rappellerai très rapidement que la coercition et le conventionnement sélectif n'ont marché dans aucun pays où ils ont été mis en place et ont entraîné plus de dégâts que d'amélioration de l'accès aux soins. Maintenant, les propositions qui avaient été proposées initialement, l'article 51, les CPTS, les hôpitaux de proximité, on y croit. On y croit, mais on est assez sceptique sur la façon dont c'est mis en place. On y croit, on en parle, mais malheureusement, on se rend compte que faire simple pour que ce soit lisible, pour que le professionnel de terrain, le médecin dans son hôpital éloigné, le médecin ambulatoire généraliste dans une zone où son confrère le plus proche est à 15 km, on a du mal à savoir comment il va comprendre, pouvoir comprendre et mettre en place ce qu'on croit, ce en quoi il croit aussi. Mais par exemple, il voit le dossier d'article 51 pour, par exemple, travailler sur les adaptations d'INR avec l'infirmière, ce qui fait déjà 100. C'est compliqué de déposer le dossier, quoi. Il ne le fera pas. Donc là, nous, on a une responsabilité collective de donner des solutions qui sont simples, qui sont lisibles, pour que l'ensemble des professionnels de santé puissent s'en saisir. Et ça, il va falloir qu'on apprenne à le faire ensemble. Et il va falloir aussi qu'on apprenne à communiquer pour le faire. Parce qu'on communique beaucoup sur ce qu'on propose, mais on ne communique pas assez sur comment s'en saisir actuellement. Donc je pense que ma question, c'est comment on travaille tous ensemble et comment on travaille à travers les négociations conventionnelles pour avoir des dispositifs qui soient simples et qu'on puisse mettre facilement en place sur les territoires. Merci beaucoup Isabelle. Donc, on entend que les professionnels de santé peuvent avoir des difficultés, on le comprend, surtout s'ils sont isolés, à intégrer les différents dispositifs qui peuvent être un peu techniques, parfois à regret comme l'article 51. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Revel pour répondre collectivement. Mais peut-être qu'il y a aussi un axe sur la place de l'assurance maladie. Justement, je reviens à ma première question sur comment est-ce qu'on peut aider, accompagner ces professionnels de santé à s'investir de ces différents outils qui pourraient aider le système de santé. Je vais essayer de répondre à un certain nombre de choses. Moi, je suis sensible à ce que monsieur le directeur vous avez dit sur la multiplication des réformes et le besoin de stabilité et de visibilité pour que des acteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, puissent, je dirais, créer le cadre de confiance permettant de faire bouger des pratiques et des organisations. Ça nécessite d'être certain qu'il ne va pas y avoir 6 mois, 1 an plus tard, un élément de choc exogène qui fout tout par terre. Vous savez, moi je défends par exemple sur les moyens de l'assurance maladie, le prix d'avoir un contrat pluriannuel qui me dote de moyens pendant 5 ans. Alors c'est des moyens en réduction, hein, on supprime beaucoup de postes, mais au moins j'ai une vision, je sais ce que je vais pouvoir investir, je sais comment je vais pouvoir du coup mener avec mes organismes des évolutions. Et donc je comprends très bien que vous puissiez y aspirer dans le champ qui est le vôtre. Ça n'est pas l'assurance maladie qui régule le champ qui est le vôtre, c'est pas moi qui fixe les tarifs. Vous faisiez tout à l'heure référence à des contrôles T2A, si j'ai bien compris. Mais ça, les contrôles T2A, c'est la lecture à un moment donné de ce que sont les règles de codification. On peut en discuter, mais c'est normal à un moment donné qu'il y ait quelque part dans le système, il se trouve que c'est l'assurance maladie qui le fait, un contrôle qui permet de distinguer l'optimisation de la codification que nous considérons comme irrégulière. Bon. Dans le champ, vous savez, qui est le nôtre, le champ conventionnel et de ce que nous construisons avec des professions libérales qui sont dans un exercice libéral, qui relève donc du conventionnement avec l'assurance maladie. Quand on est dans une négociation d'un cadre conventionnel, ce cadre, il ne va pas bouger tous les 6 mois. Ou alors s'il bouge, c'est parce que nous convenons avec nos partenaires à un moment donné qu'on l'ajuste. Et donc notre cadre, il donne de la visibilité aux acteurs. Après, encore une fois, je le disais, on peut parfois à un moment donné décider ensemble de l'ajuster, mais on n'est pas dans une démarche où de manière unilatérale, tous les années, on va nous sortir de nouvelles règles. On sait
astreint, parce que c'est comme ça que le cadre conventionnel marche, à une sorte d'obligation de stabilité, de visibilité et de co-construction. Je pense que c'est ainsi notamment qu'on a pu réussir à boucler des transformations qui sont massives. Le mode de rémunération des infirmières, on va bouger 2 milliards d'euros qu'on va transformer de rémunération à l'acte en forfait. Sur les pharmaciens sous le contrôle de Philippe Bessé, et c'est 1,250 milliard qu'on bascule de marge en honoraires, etc., etc. Donc on fait des choses assez transformantes. Le dentaire, c'est un bouleversement complet de l'exercice où on va mettre des plafonds sur les actes prothétiques, on revalorise fortement, on a des clauses de revoyure partout pour piloter ensemble ce type de réforme. Bon. Donc moi je suis évidemment convaincu qu'il faudrait de la visibilité. Je pense qu'on rêverait tous d'avoir des éléments de pluriannualité. Bon, voilà. C'est un débat. C'est une difficulté, évidemment, pour un gouvernement de dire, sur quelque chose qui pèse 200 milliards d'euros, je vous donne un cap qui ne bougera plus pendant les 5 prochaines années, parce que s'il se passe quoi que ce soit à un moment donné en termes de conjoncture économique, ou quoi que ce soit, quand c'est 20 millions ou 200 millions, on peut se le permettre. Quand c'est 200 milliards, c'est plus compliqué. Mais dans l'absolu, je pense que ce serait évidemment souhaitable que de pouvoir fixer un horizon et d'essayer de pouvoir ensuite stabiliser les règles du jeu. Alors, Emmanuel Loeb, c'est le truc classique du jeune qui explique que les vieux sont incapables et que... ça fait d'ailleurs quelques années que... Voilà, que le jeune dit, si on nous laissait faire, ça serait quand même vachement plus simple et ça irait beaucoup plus vite et ça serait beaucoup plus intelligent. Et d'ailleurs, du coup, avec une demande qui a d'ailleurs été satisfaite de ce que les organisations jeunes puissent participer aux négociations conventionnelles, non pas en étant signataires, mais en étant observateurs. Parce que pour être signataire, il faut être représentatif. Et c'est ça une convention, il faut être élu, donc c'est très bien de se présenter, mais ça n'est que parce qu'on parle au nom de quelqu'un qui sont ceux avec qui on conventionne, les médecins libéraux en exercice, qu'on peut évidemment signer en leur nom. C'est une règle de base qui s'applique d'ailleurs y compris dans les conventions collectives qui régissent le droit du travail. Bon. Mais depuis quelque temps, les organisations jeunes viennent aux négociations, peuvent s'y exprimer, mais effectivement ne sont pas signataires. Bon, voilà. Et Emmanuel Loeb vient de temps en temps, il ne reste pas toujours tout le temps, et donc il pose une question... Il me pose une question, moi je reste tout le temps, et pour peu que je lui dise que je ne suis pas d'accord avec lui, il part, et donc il dit vraiment, vous avez décidément rien compris. Et donc il y a 2 exemples, la télémédecine, les assistants médicaux. Les assistants médicaux, certains nous ont dit, votre truc c'est horrible. Vous êtes en train d'engager la médecine dans la voie du staccanovisme, c'est le taylorisme, c'est l'épuisement des forces, c'est le travail à la chaîne, c'est l'abattage. Bon. Bah, pas de chance. Pas de chance, parce que moi, ce que je vois venir sur les médecins qui aujourd'hui recrutent leurs premiers assistants, c'est que c'est tout le contraire. Alors juste par... Non, mais attends. Mais non, comme ça c'est vivant, Monsieur Revel, c'est vivant, et puis on va faire comme à l'assurance maladie, les gens vont voir comment ça se passe. Mais juste, maintenant, ce que j'ai dit, j'ai pas dit que c'était une j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. J'ai dit que les personnes avec lesquelles vous discutez, dont vous félicitez de la représentativité, sont parfois, à mon avis, pas les mieux placés pour justement faire avancer le schmilblick. J'en sais, en tout cas, avec eux, j'ai trouvé une signature. Avec vous, je suis pas sûr que j'y serais arrivé. Si, mais bien plus intéressante que ce que vous ne pensez. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé une signature. Dans 2 ans, on va signer ensemble, ne vous inquiétez pas. Oui, mais ça, c'est votre rêve. Si vous y êtes encore, parce que je ne sais pas si vous serez encore dans 2 ans, l'assurance maladie. On va avoir un scoop ici. Et on ne sait pas si vous y serez vous-même, parce qu'il faudra passer par les élections. Vous inquiétez pas, les dernières élections sont bien passées. Eh bien, super. Bon, on verra. Mais du coup, moi, je vois les premiers médecins qui recrutent des assistants médicaux, et qui ont un peu de recul, mais ils nous disent tout l'inverse. Ils nous disent qu'en effet, grâce à ça, ils peuvent soigner davantage de patients, parce que pour le coup, je trouve que c'est une réponse bien plus pragmatique et rapide que je ne sais quelle coercition sur les conditions d'installation et d'exercice. Mais ils nous disent aussi que c'est moins de stress, qu'ils sont à la fin de la journée beaucoup plus, je dirais, voilà, ils ont eu un exercice où ils ont pu faire de la médecine, et ils ont une charge mentale qui s'est réduite. C'est tout ce que je dis. Je pense que ce pari-là est gagnant. Oui, nous ne pouvons pas le faire à l'hôpital parce que l'assurance maladie, elle conventionne avec les médecins de ville. Voilà, c'est tout bête. Je ne peux pas, moi, financer dans le cadre conventionnel des assistants médicaux dans les hôpitaux. J'aurais pu une question. Avant, j'aurais dit, voilà, c'est pas le bon endroit. La convention médicale ne finance pas les hôpitaux. J'ai juste 2-3 trucs qu'il faut savoir. Et quant à la télémédecine...
Ah bah oui, mais chacun son tour. Hein. Mais il faut accepter, Emmanuel, quand à un moment donné on chatouille, on se prend un truc en retour, c'est normal. Voilà. Et la télémédecine, on m'a expliqué, il faut déréguler. Vous voulez mettre des règles, vous êtes des ringards. Mais moi, j'assume les règles qu'on a mises. Moi, j'assume que la téléconsultation, telle qu'on l'a organisée dans le cadre de l'assurance maladie, respecte le parcours de soins. Et qu'aujourd'hui, quand on a un sujet, on se dit que la solution, c'est pas de finalement s'installer durablement dans une consommation de soins qui, avec son smartphone, fait qu'on va avoir juste du son et de l'image avec un patient qui ne vous a jamais vu, qui ne vous reverra plus jamais. Donc on fait en sorte que la télémédecine, elle s'inscrive dans les pratiques et les organisations de soins dans les territoires. Non, mais le problème, c'est que vous écoutez, mais vous n'entendez pas, parce qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est pas parce que la question, il y a effectivement, mais oui, vous adorez, c'est bien qu'on vous tienne peut-être une bonne chose. Dans le financement, l'assurance maladie, sauf erreur de ma part, mais vous allez encore me corriger comme le maître corrige l'élève, ne vient pas que de l'assurance maladie. Il y a des organismes complémentaires qui peuvent aussi financer en partie. Ce que l'on a dit, nous, c'est que si jamais on mettait un frein trop important au remboursement de la téléconsultation, on pouvait voir s'engager dans cette modalité d'acte les organismes complémentaires. Et que si les organismes complémentaires commençaient à rentrer dans ce marché, puisqu'il y a un marché, et puis on le voit, il est quand même assez prospère, et on voit fleurir quand même pas mal de publicité en ce sens-là, les modalités de conventionnement avec l'assurance maladie en seraient, à mon avis, un petit peu atteintes. Très bien, mais c'est une bonne question. Et pour le coup, non, mais c'est une bonne question. C'est de se dire, est-ce que on croit que le fait de faire que la téléconsultation respecte les principes de qualité de prise en charge et de suivi des patients qui fondent l'organisation de la médecine, parce que certaines complémentaires en produits d'appel veulent à un moment donné développer une offre qui peut à un moment donné prendre, et à mon avis, jusqu'à un certain point seulement, parce que ce risque existe, est-ce qu'il faut abandonner complètement le premier ? Nous avons répondu non. Voilà. Nous pensons qu'il faut maintenir des principes d'accès aux soins, de suivi des patients, et que les complémentaires ont un espace, cherchent à l'occuper. Je pense que les complémentaires, leur modèle économique, ça ne peut pas être à un moment donné de financer des consultations au premier euro. Je pense que ça ne rentre pas. Voilà. Donc, bon, bref. Donc, vous voyez, voilà. Et donc moi, je reste convaincu de ce que on va d'ailleurs, vous le verrez, au travers des CPTS, avoir des organisations de soins qui permettront de déclencher plus de téléconsultations qu'aujourd'hui, et que ainsi le patient, il n'aura pas soit le choix entre aller aux urgences et appeler la plateforme machin pour une consultation qui n'en est pas véritablement une, parce qu'avec du son et de l'image, c'est un peu court. Voilà. Donc voilà, c'est le pari que nous avons fait. Et c'est pas de la paresse intellectuelle, c'est un pari qui se fonde sur une vraie conviction. Bon. Alors ensuite, je termine. Moi, je pense que les choses bougent. Voilà. Il y a un sentiment de crise, parce que la crise est là en certains endroits du système de santé, plus ou moins, mais je pense que les choses bougent. Voilà. Je pense que ce qui est en train de s'engager sur l'organisation des soins dans les territoires, au travers des CPTS, est important. Je crois que c'est vraiment très important. Et il y a encore quelques mois, CPTS, ça pouvait apparaître comme un truc un peu théorique, un peu abstrait, la nouvelle trouvaille de l'administration française pour... voilà. Quand je vois qu'on a aujourd'hui environ 300 à 400 territoires où il y a un début de projet de CPTS qui vient des acteurs, alors pas de tous, vous avez raison, on ne va pas tous les embarquer d'emblée, mais au moins d'un nombre suffisant d'acteurs pour pouvoir engager un premier début de dynamique, personne ne l'aurait parié il y a un an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, les acteurs ont compris la nécessité de s'organiser à cette échelle-là, ont compris la nécessité du décloisonnement et du travail collectif. À nous, en effet, de créer le cadre qui fasse qu'ils ne referment pas la porte ou nous claquent la porte au nez très rapidement. Donc il faut créer le cadre. Et je crois qu'on a réussi à le faire dans l'accord conventionnel interpro, de faire quelque chose qui soit très plastique, pas du tout contraint, où chaque territoire va à un moment donné amener sa solution. On leur demande de travailler sur l'accès aux soins, sur la gestion et la coordination des parcours. Ce sont les grandes thématiques. Et c'est la CPTS qui va inventer sa réponse dans son territoire. Et elle fera une première réponse au début, elle la perfectionnera, elle l'améliorera les années suivantes. On va l'accompagner financièrement au fur et à mesure. Et on est sur quelque chose d'ouvert. Voilà. Et donc je pense que le rôle de l'assurance maladie, pour terminer, c'est d'avoir à la fois au niveau national cette capacité à mener ce dialogue avec des professions de santé et de tirer là où nous sommes avec nos leviers dans la direction que nous indiquons, et puis sur le terrain, parce qu'on a un réseau dans les départements,
c'est d'accompagner à notre place, hein, pas de faire à la place, mais d'aider des acteurs libéraux de ville et puis des établissements où on est moins présent historiquement, mais on serait tout à fait heureux d'être présent, évidemment en lien avec les agences régionales, d'essayer d'être utile. Voilà. Alors merci beaucoup. On a abordé beaucoup de choses. On me contraint par les horaires. Est-ce qu'il y a une question courte dans la salle? Oui, un représentant patient. Très très bien. Et madame aussi. Alors, on va avoir 2 petites questions courtes. Alors madame. Merci. Anne de Dan, pardon, question courte. Après tout ce que j'ai entendu, je retire le sentiment que la santé est à peu près aussi au point où était la chimie ou le textile il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire qu'elle mériterait un plan industriel sur 5 ans, avec une vraie codirection et des moyens qui sont d'investissement à 4 ou à 5% par an. Est-ce que je me trompe? On peut prendre la question aussi suivante de Pascal. Merci. Il y a une Arlésienne dans cette journée. On en a parlé tout le temps, mais on ne l'a jamais vue. C'est évidemment le patient. Et comme je suis par ailleurs représentant des patients à l'une des commissions de la Haute Autorité de Santé, j'ai une seule question, parce que c'était extrêmement intéressant tout ce qui a été dit aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses, mais j'ai envie de poser une seule question. And so what? On fait quoi demain? Bon, ce sont des mots de conclusion. Évidemment, Gérard Raymond était invité et n'a pu se rendre avec nous. D'accord. Alors je ne sais pas sais pas si on peut faire une réponse courte à vos 2 questions. Je pense qu'on plébiscite votre question, c'est un plan d'urgence, enfin sur 5 ans, etc. pour refonder, pas un plan d'urgence, mais un plan d'ambition. Oui, le terme, ça a été dit un peu cet après-midi là sur la qualité. On se méfie beaucoup de l'industrialisation avec l'homogénéisation des pratiques. Je pense qu'il y a un plan, oui. L'industrie, il y a sûrement beaucoup d'industriels dans la salle, donc c'est pas du tout méchant. Ça marche bien dans les process, mais je pense que qu'il y ait des plans, oui, mais laisser des CPTS et laisser les acteurs de terrain, je pense que ça c'est bien. Et comme ça a été dit aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une phase de changement qui s'accélère de plus en plus. Après, moi, je suis d'accord sur un pilote dans l'avion et ensuite, après, voilà. Mais je suis... Allez, allez-y. Mais si, non, moi j'ai compris. Moi, je vais donner un... Non, je vais évidemment pas donner une réponse. Excuse-moi, je voudrais répondre à Anne de Dan. Vas-y. Moi, j'ai été très surpris. Il y a 2 choses qui m'ont surpris. Il y a eu un intervenant, je ne sais plus qui a parlé quasiment des ateliers nationaux à réinventer. Et toi, Anne, tu appelles les grands plans industriels, c'est-à-dire la planification industrielle, c'est ça. Non, mais venant de toi, c'est génial. Ce qui prouve qu'en fait, il fallait vraiment venir à l'UC2M pour entendre la nécessité de plans, de grandes filières, de grands plans industriels. Voilà, avec de l'argent. Voilà. Et pour la question du patient, donc je pense qu'à la fois sur les plans, ça fera l'objet d'une prochaine séance, et à la fois pour le patient, ça fait aussi l'objet d'une prochaine séance pour quel bénéfice pour le patient demain. Moi, je retiens juste un petit mot de conclusion avant la conclusion finale. Donc, je remercie tous les participants. Donc, ce que j'ai appris, moi, à l'assurance maladie, lorsque l'on est à l'école, à la fac de médecine, c'est quand même le garant des bonnes pratiques sur le plan financier, on va dire ça comme ça, mais ça va de plus en plus sur la qualité, sur la pertinence, et que vous travaillez avec l'HAS de plus en plus souvent. Donc ça nous fait bien plaisir. Et vous avez entendu les attentes du terrain qui sont assez nombreuses, qu'elles soient à l'hôpital ou à la fois dans le monde libéral. Que ce conventionnement que vous faites de manière très cloisonnée est nécessaire par spécialité, est sûrement une bonne chose, mais peut-être doit être complété par des visions transversales qui, aujourd'hui, bien sont nécessaires par des exercices pluridisciplinaires et de nouveaux modes d'exercice comme la télémédecine, ça a été rappelé. Si je prends l'exemple de la téléradiologie, ça a sauvé certaines situations, comme aujourd'hui on en a les effets néfastes avec des officines qui évidemment desservent un petit peu ce côté-là. On a un grand oublié ici, c'est finalement votre rôle demain dans les data. On en a parlé un petit peu dans une table ronde d'avant. On vous attend aussi beaucoup avec le DMP, avec vraiment un outil qui va bénéficier
bénéficier, je pense, à tout le monde et qui va nous fédérer. Donc que ce soit sur le DMP ou bien sur la base du SNIRAM et les liens avec le HDH, etc. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on est toutes les professions, que ce soit la radiologie avec notre projet DREAM ou avec l'ensemble des professions, on est vraiment très attentifs et très partants pour travailler avec vous. Merci beaucoup, merci à tous.